Alors, bienvenue sur ce webinaire. Ici, c'est Cécile Heller qui vous parle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez éviter de foncer dans le mur avec les erreurs classiques, celles que je vois le plus souvent chez tous ceux qui décident de prendre soin d'eux de façon naturelle, voire de guérir de quelque chose, en faisant leur propre recherche. Donc, le mot-clé ici, c'est propre recherche. Et si ça se trouve, c'est quelque chose qui concerne la plupart d'entre vous, parce que c'est tout à fait légitime de souhaiter s'éduquer sur un sujet qui nous touche directement, surtout lorsqu'on a vraiment besoin de guérir. Alors, il y a une petite histoire que je voulais vous raconter avant de commencer, parce que bon, il m'arrive toujours un tas de trucs, comme d'habitude. Et donc, là, la semaine dernière, on a été à la montagne et on a passé la nuit dans un bed and breakfast, tenu par un petit couple adorable, assez âgé. Et la femme, elle était comme une sorte de sortie d'un conte de fées, comme ça, toute petite, avec une petite paire d'yeux perçants, intelligents, un joli sourire. Puis avec elle, son mari, qui la couvait manifestement comme on surveille une petite fille. Et le mari avait manifestement un petit problème. Il y a la moitié de son visage qui était paralysé et l'œil droit du même côté qui pleurait tout seul, quoi. Il avait beaucoup de mal à empêcher, il passait son temps à s'essuyer l'œil. Et donc, pour moi, il avait manifestement eu un petit problème vasculaire. Mais comme j'étais pas là pour leur faire la leçon, bon, j'ai rien dit, je voulais pas les désembarrasser avec ça. Et donc, la soirée se passe, on papote, on découvre qu'on a beaucoup de points en commun. Puis la dame m'emmène voir ses livres. Elle a des dizaines de livres sur le pouvoir énergétique et guérisseur des mains, sur le toucher, les huiles essentielles, le soin des personnes âgées, le cancer. Et je reconnais parmi eux des livres que j'ai aussi à la maison d'ailleurs. Et là, elle me dit qu'elle a été infirmière et qu'elle a été une des premières à faire intervenir le pouvoir du toucher dans ses soins. Mais bon, c'était il y a 50 ans. Et donc, elle était très passionnée par le sujet. C'est toujours pareil. Moi, si vous me parlez de ça et de gâteaux, on en a pour des heures. Donc, on s'est lancé là-dedans toutes les deux. Et donc, encore aujourd'hui, elle me disait, elle ne va jamais chez le médecin et elle prend bien soin de son mari. Et pour moi, pourtant, chez ni l'un ni l'autre, j'avais l'impression de voir des gens en pleine forme, quoi. Donc, le lendemain matin, donc, elle nous prépare le petit-déj. C'est ce qui va dans le bed and breakfast, c'est le lit et le petit-déj. Et la veille, moi, je lui avais demandé de ne pas se formaliser si je ne mangeais pas beaucoup, parce que, bon, déjà, je ne touche pas à tout ce qui est pain, céréales, etc. Et donc, en général, c'est ce que les gens vont mettre devant vous dans un bed and breakfast. Ils vont être tout fiers de vous montrer leur dernière pâtisserie, etc. Donc, j'ai prévu le gag. Je lui ai dit, bon, ne vous inquiétez pas. Elle m'a dit, c'est pas grave. Elle pouvait me faire quelque chose de sain qui ne ferait pas de mal, puisque, bon, elle savait. Et puis, je me dis, moi, de toute façon, au pire, j'ai toujours quelque chose à manger sur moi. Donc, et alors, au moment du petit-déj, toute fière, elle m'apporte son menu sain, c'est-à-dire une pomme cuite au four, fourrée avec des raisins secs gonflés dans du jus de pomme, et le tout bien arrosé de sirop d'érable. Et puis, elle m'apporte une sorte de masse aux œufs qu'elle a appelée mes œufs brouillés au fromage. Oh la vache. Et alors, c'est ce qu'elle propose à tous ceux qui ne savent pas quoi manger au petit-déj, parce que ça, au moins, tout le monde aime ça. Et alors, le clou, c'est des petits gâteaux qu'on appelle scones ici aux États-Unis, tout chaud, dans lesquels, évidemment, elle ne mettait surtout pas de beurre, mais cette espèce de substitut atroce qu'on vend ici qui s'appelle Crisco. Donc bref, elle était toute fière. Et alors, la mort dans l'âme, j'ai fait l'honneur à son repas en me disant que de toute façon, j'allais bientôt rentrer à la maison et me faire un lavement du côlon. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de mal à avaler ce petit-déj, qui était tellement éloigné de ce que je me fais d'habitude et surtout de ce que je conseille à mes lecteurs et à mes clients. Donc, j'ai pas essayé de la détromper parce qu'à son âge, de toute façon, on va pas la changer. Mais ça m'a rappelé à quel point on peut parfois se faire du mal en pensant se faire du bien. Et donc, on a tous des convictions qui vont valider nos habitudes de vie, notre façon de cuisiner, notre façon de nous soigner. C'est encore plus fort lorsque ces convictions sont issues de tout un apprentissage, de lecture, de ce qu'on a vu faire chez les autres. Et voilà le hic. Voilà, ce qui fonctionne chez les autres ne fonctionne pas forcément chez soi. Et ce qu'on a vu dans un livre n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et alors, c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'invariablement, à l'issue d'un webinaire, on me demande quelle est l'huile essentielle qui va soigner ci ou ça finit par me grimper sur le haricot parce que d'abord, j'aime pas l'idée que quoi que ce soit d'extérieur à vous
soigne quoi que ce soit. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous soigner, c'est vous. Mais surtout parce que dès qu'il s'agit de préparer ce qui ne va pas chez vous, il n'y a pas de formule magique en dehors de la vôtre. Hein, ça, je pense pas. Je passe quand même mon temps à le répéter. Alors, qu'est-ce qui fait que ce qui va fonctionner chez le voisin, c'est pas forcément ce qui va marcher chez vous? Eh bien, c'est parce qu'on est tous différents. Donc, on a nos similitudes, mais fondamentalement, le pourquoi, eh ben, il est différent. Ok? Donc ça, je pense que vous le savez déjà. Et d'ailleurs, je pense que si vous êtes là, si vous tentez de prendre ce qui marche chez les autres, bon, vous savez que c'est pas toujours c'est pas toujours ce qu'il vous faut. Hein. Moi aujourd'hui, je vais vous parler des petites choses et de ce qui est fondamental, mais qui fait que quoi que vous tentiez pour aller mieux, ça va toujours tout faire échouer. Hein. Donc, au menu, il va y avoir comment vous faire du bien avec toutes les approches naturelles que vous aimez, sans vous perdre dans des lieux communs, dans des idées fausses qui vont vous empêcher d'y arriver. Et donc, je vais vous décortiquer 10 fausses croyances les plus courantes. Okay. Alors, donc dans les petites choses, les petites causes d'échec, je vous mets les petites manipulations de l'industrie alimentaire. Voilà, c'est celles qui permettent aux grands qui vous nourrissent de continuer à vendre toujours plus, quelle que soit la tendance, la mode, la dernière directive de l'OMS en matière de santé. Il y a quoi il y a toujours un tas de trucs qu'on sait qu'il faut ou qu'il faut pas manger, etc. Hein. Il va y avoir sans sucre, entier, allégé, naturel, 0%, etc. Ok. Bon, c'est clair que quand vous êtes invité quelque part, vous vous demandez qu'est-ce que je vais pouvoir manger. Il y en a qui se disent que si c'est dans un rayon, dans un supermarché, de toute façon, c'est forcément bon. Alors, c'est clair que c'est pas évident de faire le tri dans ce qu'on croit et dans ce en quoi on est manipulé. Donc, il y a une grande manipulation qui a commencé il y a déjà un certain temps, hein, voilà, qui vous dit est-ce qu'on va fonctionner comme on fonctionnait il y a 50 ans? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont les mêmes? Est-ce qu'il y a un niveau de pollution qui est le même? Là, j'essaie de vous montrer à quel point il y a beaucoup de choses qu'on croit parce que ce sont nos grands-parents qui nous en parlaient ou nos parents qui nous en parlaient ou parce que c'est de rentrer dans les mœurs, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui correspond à tout ça. Ok? Aujourd'hui, on n'a plus rien de comparable avec ce qui a été à l'origine de tout ce qu'on croit aujourd'hui. Ok? Comment on peut continuer à espérer profiter des mêmes solutions qui étaient celles de nos parents et de nos grands-parents il y a plus de 50 ans alors qu'il n'y a plus rien de commun? Et est-ce qu'on peut encore avoir une confiance aveugle en ce qu'on nous incite à manger et à prendre pour nous soigner alors qu'il n'y a plus rien en commun? Ok? Alors, combien d'entre vous se sont posés ce genre de questions, hein? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit peut-être qu'il faudrait faire les choses autrement, hein? Est-ce qu'on doit continuer à faire comme ça? Bon, le problème, c'est que c'est une question de capacité de décision. Hein. Et c'est important d'apprendre à voir les choses sous un autre angle. Hein. Et il y a les grandes industries comme l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique. Ces industries-là, contrairement à ce qu'on a pu croire il y a peut-être 50 ans, elles n'ont pas notre intérêt dans le collimateur. C'est pas ça qu'elles recherchent. Hein. Leur but, c'est de créer et de conserver des consommateurs à n'importe quel coût, même si notre santé est en jeu. Donc vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous êtes détaché de cette masse un peu moins éduquée et que vous avez eu accès à des informations qui vont vous donner un sens critique différent, hein, ainsi qu'une capacité de décision dans notre niveau. Hein. Alors, cette capacité de décision, elle va vous permettre de voir d'un autre œil l'industrie pharmaceutique, celle qui fonctionne à l'inverse de l'industrie alimentaire, en cherchant d'abord la molécule qui va patenter,
avant de fabriquer des produits susceptibles de se rendre indispensables à l'humain, hein, ou à l'animal. C'est ce qui va être à l'origine de la vulgarisation des premiers antidépresseurs et à la conviction chez la plupart qu'il faut prendre des médicaments pour pas tomber malade. Hein. Voilà. Donc, les erreurs de ceux qui bénéficient d'un savoir plus élevé que la moyenne en matière de prévention et d'équilibre, eh ben, c'est que eux, ils vont éviter ce qu'on va destiner à la portion la plus importante, et ce sera bien, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, hein, mais ils disposent de tellement d'informations qu'elles finissent par se contredire, hein, et que on se perd dans la myriade d'outils et de techniques qu'on a à notre disposition, et que la plupart du temps, ce sont vous, mes lecteurs, qui vous perdez. Hein. Et donc, c'est un très long préambule, je sais, mais l'important ici, c'est de vous expliquer que ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment mettre au clair les erreurs que font non pas ceux qui sont complètement sous l'emprise de cette industrie toute puissante, mais plutôt vous qui bénéficiez d'un savoir un peu plus élevé que la moyenne en matière de prévention et d'équilibre, et qui vous perdez complètement dans tout ça, quoi. Vous vous perdez la plupart du temps. Donc moi, j'ai limité à 10 erreurs, hein, des erreurs que je rencontre le plus fréquemment chez mes lecteurs et mes clients. Vous imaginez bien que la liste est encore plus longue, mais bon, ça ferait le sujet de tout un livre. Donc j'ai fait une sélection, hein, une sélection de fausses croyances, je dirais. Donc, on va commencer par les fausses croyances alimentaires et vous allez voir, c'est pas mal. Donc, déjà, il y a la première croyance qui veut qu'on fuit les produits laitiers pour le soja et le 0% de matière grasse. Alors ça, je suppose que vous le savez maintenant. Hein. Quoique bon, hier, quelqu'un me posait une question dans un commentaire, il me demandait si mon approche antifongique était sans gras. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai. Il y en a encore qui croient au 0%. Tiens, ce matin, je parlais à une nouvelle cliente qui avait des kilos à perdre suite à sa grossesse et qui me dit, oui, on m'a mis, j'ai été voir un nutritionniste qui m'a imposé une sorte de régime hypocalorique. Je me suis dit, c'est pas possible, il y en a qui font encore ça. Comme quoi, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se produisent encore. Donc, il y en a encore qui amalgament le mot régime et cure d'amincissement basse calorie, quoi. Je me suis entendue dire à voix haute, ça alors. Bon, c'est vrai que moi, je vis un petit peu décalé là aux États-Unis. Moi, j'ai la chance d'avoir accès à des résultats de recherche concernant des produits naturels qui mettent des dizaines d'années avant d'arriver en France. Hein. Bon, je dis pas en Europe parce que tous les pays européens sont pas aussi en retard que la France sur le sujet. Donc, je m'attends à entendre des petites choses surprenantes de la part de mes lecteurs. Mais bon, la grande majorité m'épate quand même. Donc, dès qu'on est un peu branché santé naturelle, on se met en général à éviter les produits laitiers car ils sont si dénaturés aujourd'hui, issus de vaches bourrées d'hormones de croissance, d'antibiotiques, nourris du maïs, machin. Donc voilà, ce qu'on croit, c'est ça. Qu'ils sont bourrés de cochonneries, dépourvus de vitamines, uniquement fournis par... en fait, les produits laitiers devraient être bourrés de vitamines, mais ce n'est pas le cas. Hein. Si les vaches étaient effectivement nourries au pré, aux alpages, tout irait bien, et surtout si les produits laitiers n'étaient pas quasiment systématiquement pasteurisés. Alors évidemment, une fois que tout a été pasteurisé, on n'a plus vraiment intérêt à y toucher parce que ça nous donne des produits morts et toxiques. Donc on vous a bourré le crâne avec les dangers du beurre pour vous refiler la margarine, qui elle est une des plus belles sources de toxicité pour l'organisme. C'est toujours sympa. Hein. On vous a fait peur avec les risques de maladies cardiovasculaires issus de graisse animale. Bon, c'est vrai que les produits laitiers ne conviennent pas à tout le monde, mais sachez qu'ils peuvent avoir un intérêt, surtout si leur qualité est irréprochable. Ok. Voilà. Ils conviennent pas à tout le monde, mais ils peuvent être géniaux s'ils sont crus et s'ils sont entiers. Hein. Donc, s'ils ne sont pas altérés par un tripotage quelconque qui va leur enlever leur gras qui est tellement important. Okay. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que il y a des récentes études à Harvard qui nous le montrent. Bon, pour faire court, hein, des personnes qui consomment des produits laitiers,
eh ben, des produits laitiers entiers, hein, ils ont trouvé quand même qu'elles avaient moins de risques. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, elles ont moins de risques d'obésité. Voilà. Hein. Elles ont moins de risques d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Tout simplement. Alors, qui est-ce qui savait ça ici? Franchement, je suis curieuse de le voir. Qui est-ce qui savait que les produits laitiers entiers vous faisaient baisser les risques d'obésité, diabète et maladies cardiovasculaires? Ceux qui sont dans le chat, là, laissez-moi un petit mot. Je suis curieuse de voir ça, s'il y en a qui le savaient, tout ça. Non? Personne ne le savait? Dites-moi un petit oui, là, ceux qui étaient au courant. Ah ben, ça ne se bouscule pas au portillon. Ah si, quand même un petit peu, ouais. Ouais, bref, donc voilà, je vous le dis, ben, les mecs, s'ils ont trouvé ça à Harvard, en général, les mecs à Harvard, quand ils vous pondent un truc comme ça, c'est qu'ils savent de quoi ils causent. Hein. Et alors, ils ont vu que les femmes qui consomment que des produits allégés, eh ben, elles accroissent de plus de 85% de leur risque d'infertilité comparé à celles qui consomment des produits entiers. Et bon. Et alors, le pire, c'est que celles qui ont éliminé le lait de vache pour le lait de soja, eh ben, elles avalent en prime des OGM. Donc, elles limitent leur absorption de nutriments à cause de la teneur du soja en acide phytique. Alors, l'acide phytique, je peux vous en mettre un rayon. J'en ai mis tout un stock dans mon dernier bouquin, dans l'équilibre antidouleur. Hein. Parce que l'acide phytique, donc, c'est une substance qui bloque l'absorption de calcium, magnésium, cuivre. Enfin, c'est l'acide qui protège, en fait, la teneur nutritionnelle de toutes les céréales, je dirais. Hein. C'est ce qui est éliminé par la germination. Hein. C'est pour ça que je sais plus dans quoi j'ai dû vous en parler en long, en large, en travers, à quel point il était important de faire tremper les céréales et de créer une fermentation parce que ça vous tue l'acide phytique. Et du coup, ça donne tout, ça rend les nutriments du soja, en l'occurrence, disponibles. C'est pour ça que la seule façon valable de consommer du soja, c'est quand il est fermenté. Hein. Bref, donc, c'est notre cuisine. Hein. C'est clair que le soja fermenté, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous vend dans les magasins bio. Bon, faut se faire du coréen hein, à ce moment-là. Hein. Il n'y a que la cuisine coréenne qui permet de consommer des trucs sympas, je trouve, avec le soja fermenté. Bon, moi, j'adore, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, première fausse croyance, les produits laitiers, c'est à virer, surtout s'ils sont pas allégés en matière grasse, et il faut les remplacer par des produits à base de soja. Voilà. Ça, c'est la première grosse fausse croyance. Alors après, la cure de fruits, ça c'est génial. Ça me ramène à 30 ans en arrière. Vous vous rappelez quand le bouquin de Michel Montignac est sorti, là, Comment maigrir en faisant des repas d'affaires. Alors, il faisait partie des tout premiers qui disaient de limiter les fruits au maximum. Moi, je me souviens, comme ça avait pu me choquer à l'époque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais manger, quoi. Et moi, j'avais une copine à l'époque qui pesait toute mouillée, en gros 50 kilos, et qui me disait, si un jour je fais 55, je me suicide. Je pense qu'elle a dû le faire, elle s'est suicidée depuis. Mais enfin, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'elle, c'est une Italienne, fille d'une maman bien ronde, nourrie aux pâtes et aux gnocchis. Et je pense que quand on avait 20 ans, elle ne devait pas être épaisse. Maintenant, elle a dû quand même prendre un petit peu sur les hanches. Il faut dire qu'à l'époque, on faisait des défilés de maillots de bain toutes les deux, donc on n'avait pas grand-chose sur le dos. Et le gras, c'était notre obsession. Donc, on s'est jeté sur le bouquin de Montignac parce qu'on n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir enfin se goinfrer de gras. Et donc, seulement le détail, c'est que Montignac, il nous faisait en fait choisir entre les pâtes ou la viande, quoi, basiquement. Et c'était le pain ou l'huile d'olive et pas de fruits qui risquaient de fermenter sur le bol alimentaire. Ou alors, pire, fallait éviter l'hydrate de carbone comme les pâtes. Enfin bref, le cauchemar d'une Italienne. Et elle avait été convaincue du bien fondé de l'approche, mais elle ne pouvait pas se décider à éliminer ses sacro-saintes pâtes. Alors, elle se faisait des pâtes fraîches avec une sauce tomate à l'ail et aux herbes, sans un gramme de matière grasse, donc exit l'huile d'olive. Et évidemment, elle ne touchait pas aux fruits. Et donc, il fallait trouver un compromis pour suivre la méthode. Et ça, c'était vraiment pas une bonne idée parce que
virer le gras au profit des hydrates de carbone, c'était vraiment pas la bonne solution. C'était la solution la plus réductrice, quoi, en fait. Mais c'était pas la plus efficace parce qu'elle nous a jamais fait maigrir. Et on était tellement gourmands que, de toute façon, on se faisait des gâteaux qu'on mangeait sans arrière-pensée, en plus du reste. Enfin bref. Donc ça, c'était pour ma copine italienne. Alors, elle n'avait pas non plus accepté de pas manger de fruits, hein. Et ça, je sais que c'est le cauchemar d'énormément de gens qui viennent me voir en me disant, bon, alors comment je me débarrasse de ci et de ça. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai proposé à une mère de mettre son enfant au régime anti-candidat, par exemple, on vient avec des enfants couverts d'eczéma, je suis désolée, ils ne peuvent pas passer au travers, ils sont obligés de faire. Et donc, dans le régime anti-candidat, il n'y a pas de fruits, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de fraîche non plus, pas de fraîche non plus. Et donc, les mères, elles ont toujours un air inquiet quand je leur dis ça, et c'est encore pire quand je leur dis qu'il faut limiter les produits laitiers à du yaourt, quoi, ou du kéfir. Là, c'est carrément la panique. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir leur donner à manger? Donc, c'est rigolo. À chaque fois, je me demande combien les gens tentent les raccourcis. Alors, ils ne mangent pas de fruits, mais ils vont manger des compotes parce qu'ils veulent une petite douceur en fin de repas. Et puis, bon, une compote, c'est rien, hein, on donne ça aux bébés et aux malades, donc ça ne doit pas être si terrible. Pareil pour les jus, hein. C'est fou ce qu'on a du mal avec les jus. Moi, j'interdis les jus de fruits, mais on trouve normal d'aller cacher une pomme dans un jus de légumes parce qu'il faut quand même que ça soit buvable, hein, quand même, c'est normal. Carottes, citron, pommes, bon. Ah bah, c'est dur, hein. Quand je pense à toutes les cures de jus de pomme citron que j'ai dû me faire en croyant me faire du bien. Alors là, ça me fait penser à ma copine Sarah, celle qui m'a réclamé des recettes anti-candidat pour la première fois, après avoir fait une cure de jus et smoothie bien sucré qui devait lui rendre son énergie. Ça, c'est l'exemple pur porc de à quel point la cure de fruits, ça peut être hyper dangereux. Elle avait fait, je me rappelle, une cure je lui avais dit, le cru, c'est génial, Sarah, vas-y, essaye, etc. Elle a trouvé un centre à Hong Kong qui lui avait fait faire sa cure. Et sa cure de fruits, en fait, au départ, si elle avait un problème d'énergie, c'est parce qu'elle avait une magnifique candidose. Forcément, elle était mariée à un Italien, elle se bourrait de pâtes et de fromage et de pinard toute la journée. Et elle a voulu faire sa cure de jus et de smoothie. Il y avait principalement de la figue là-dedans. Elle est rentrée à genoux, quoi. Elle est sortie de ce truc-là dans un état. Et elle a été direct voir un naturo qui lui a dit, mais vous faites une candidose dernier degré. Si vous étiez enceinte maintenant, vous pourriez même perdre votre bébé, etc. Elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, toi, tu passes ta vie à faire à manger, tu te débrouilles, tu me trouves des recettes. Bref, elle a été obligée d'arrêter les fruits, les pâtes, enfin tout, hein. Parce que là, quand je lui ai balancé sa liste de courses, elle n'avait plus grand-chose, plus grand-chose dessus. Enfin, bref, donc c'est souvent que j'interdis les fruits et c'est toujours là que je choque le plus. Et bien sûr, lorsque notre organisme fonctionne normalement, peu importe le montant, hein, de sucre et de fruits absorbés, parce que notre corps, quand il fonctionne normalement, il va savoir réguler la glycémie. Et si vous vous mettez aux fruits dans le but de retrouver de l'énergie, c'est foutu. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est une fois que vous allez bien, quoi. Si vous allez bien et que vous vous mettez aux fruits pour vous faire plaisir si vous voulez, bon, faites-le, bien que maintenant les fruits soient beaucoup trop sucrés par rapport à il y a 50 ans. Donc, si vous voulez rectifier votre transit ou nettoyer votre peau, maigrir, etc., c'est même pas la peine d'essayer. Il faut virer les fruits de votre vie. Donc, un organisme sain, il sait tout réguler. Si vous vous mettez aux fruits dans le but de retrouver de l'énergie, de rectifier votre transit, de nettoyer votre peau ou de maigrir, eh ben, c'est cuit. Vous êtes bonne pour la candidose chronique. Et alors, non seulement il y a le sucre des fruits qui va nourrir votre candidose bien comme il faut, et ben en plus, vous creusez le déficit énergétique de la rate qui, alors elle, c'est la clé pour l'anxiété, les douleurs diffuses, c'est celle qui entretient votre candidose, hein. Tous ceux qui font l'erreur de s'imaginer qu'il suffit de suivre un régime quand on a un problème énergétique, alors qu'il faut d'abord travailler sur sa rate, hein, ils ont aussi tout faux à ce niveau-là. C'est vrai qu'en médecine chinoise, le méridien de la rate, il est responsable de la distribution des nutriments des aliments, hein. Donc, ce que vous avez mis dans votre estomac, après, il faut le distribuer. Et donc, le déficit énergétique de cette rate, il va se manifester physiquement par des sensibilités alimentaires, par exemple, par de la sensibilité au gluten, aux levures vivantes, mais aussi par des envies compulsives de sucre, une mauvaise digestion de graisse, de la fatigue, une tendance à l'obésité, une mauvaise circulation, une forme de dépression, quoi. Ou alors, il y a de l'anxiété, des problèmes de concentration.
Voilà, je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, la plupart de toutes les personnes qui me contactent, moi, si je leur dis, je leur fais cette liste-là, ils se reconnaissent systématiquement. Donc ça, c'est les signes les plus criants de ce déséquilibre rate, et c'est ceux qui vont vous pousser à tout tenter pour avoir plus d'énergie et un meilleur moral. Et ces signes de déséquilibre-là, eh ben, c'est ceux de la candidose chronique. Et si vous subissez un vide de rate, eh ben, il y a une grande chance pour que vous subissiez aussi une belle candidose chronique, tout simplement. Voilà. Donc, le méridien de la rate, pour récapituler, il s'occupe de la distribution de vos nutriments. Et quand il est déséquilibré, eh ben, vous avez tout ça. Sensibilité alimentaire, sensibilité au gluten, aux levures vivantes, les envies de sucre, la mauvaise digestion des graisses, la fatigue, la tendance à grossir, une mauvaise circulation, une forme de dépression, d'anxiété et pas de concentration. Voilà. Et cette chère rate, eh ben, ça veut dire candidose. Et les aliments creux, eh ben, ils participent au déséquilibre énergétique de la rate. Je sais. C'est très dur. Mais c'est pour ça, il y en a qui me disent, bon, on va en parler, hein, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette histoire de rate. Mais donc, les aliments crus, eh ben, c'est en général ce vers quoi on va se tourner quand il s'agit, quand on veut retrouver la pêche, c'est le cas de le dire. Mais le sucre des fruits, malheureusement, participe à l'entretien de cette candidose. Donc, si c'est avec des fruits que vous essayez des fruits crus, bah, c'est cuit. Donc, une belle cure de fruits, sous n'importe quelle forme, elle va uniquement entretenir les symptômes que vous cherchez à éliminer. Et alors là, moi, j'en ai des kilos, hein, des histoires qui illustrent ça. J'en ai, je crois que je pourrais faire un bouquin rien qu'avec les histoires de ce type-là, quoi. Faire une cure de fruits pour entretenir votre forme, oui, mais surtout pas pour l'atteindre, hein, parce que bah, c'est la deuxième, c'est cette croyance, c'est la deuxième fausse croyance. Non, vous n'allez pas pouvoir vous retaper avec une cure de fruits, c'est clair. Et donc, il faut éliminer cette croyance qui veut que qu'on a besoin de fruits pour se faire du bien et surtout pour retrouver la pêche alors qu'on n'a plus la frite, hein, tout simplement. Faites votre cure de fruits pour entretenir votre forme, mais pas pour l'atteindre. Ok ? Alors maintenant qu'on a mis une bonne base, déjà 2 croyances, il y en a une troisième qui est sympa, c'est le coût des jus du commerce, quoi. Bon, je me suis tâtée, est-ce que je leur en parle, est-ce que je leur en parle pas, mais à chaque fois je me dis, ah bah ça, maintenant ils le savent, et puis je me rends compte qu'il y en a encore plein qui le savent toujours pas, quoi. Alors, vous savez qu'une cure de jus de légumes, par contre, ça c'est bon. Et vous avez raison, il faut faire des cures de jus de légumes. Mais rien ne remplace la version fraîche que vous pouvez faire chez vous, parce qu'il y a jus et jus. Malgré tout ce que vous dit la pub, les pubs qu'on peut vous balancer à ce sujet, rien ne va remplacer un jus de légumes fraîchement extrait pour plein de raisons. Une d'elles étant que votre jus à vous, il sera ni issu d'un concentré, ni pasteurisé, et toc. Donc, on va se mettre à regarder à la loupe un des jus de légumes les plus connus, ce cher V8. Qu'est-ce que j'ai pu boire de ce truc-là? Mon Dieu. Bref. Donc, il est pasteurisé et d'une. Ça veut dire qu'il ne contient plus rien de vivant, ni vitamines, enzymes, minéraux, enfin tout ce qu'on veut trouver dans un jus, lui, il l'a pas. En fait, c'est un vulgaire concentré de tomates reconstitué auquel on a rajouté des trucs du genre sel, vitamine C synthétique, arôme, acide citrique. Et donc, il contient des résidus de pesticides qui proviennent des légumes non bio qui entrent dans sa composition. Mais alors, en plus, aujourd'hui, pour répondre à la demande, ils ont sorti des variantes de la version à la tomate en y rajoutant des fruits. Donc, si vous y faites pas attention, vous allez en plus trouver des fruits dans la plupart des jus de légumes du commerce. Et puis, il y a un tas de petites choses inutiles qui vont vous mettre des bâtons dans les roues au moment où vous n'avez plus besoin de contrôler ce que vous rentrez dans le gosier. 100% jus, ça veut absolument rien dire. Ok ? Vous voulez du 100% jus vivant,
sans les toxines que vous essayez de vous éliminer. Si vous buvez des jus, c'est parce que vous voulez donner à vos cellules de quoi se nettoyer. Si vous leur donnez quelque chose qui est encore plus chargé en toxines, où vous allez, quoi? Vous voulez vos jus propres. Ceux qui ont le pouvoir de relancer votre nutrition, il faut qu'ils soient vivants, qu'ils soient frais, hein, sans les toxines. Et je vais vous dire une bonne chose, bon, ceux qui ont essayé le savent, ça fait toute la différence. Bon, moi j'ai testé, hein, sinon j'en parlerai pas autant dans mes livres. Moi, ça m'a sauvé la vie de boire des jus de légumes. Donc, la troisième fausse croyance, c'est de vous bercer de l'illusion que vous n'avez pas besoin d'une centrifugeuse pour vous faire des jus de légumes maison, surtout depuis que vous savez que le jus d'orange pressé du matin n'est pas une bonne idée, puisqu'on en trouve au supermarché. Donc, c'est déjà pas mal comme petite liste de fausses croyances, mais c'est pas fini. Il y en a encore. Et ça, c'est pas mal non plus. Se tromper de salade. Ah là 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 là. Non, mais ça m'a pris comme une envie de faire pipi l'autre jour. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y en a plein. Mais maintenant, il y a des trucs qui, pour moi, tombent sous le sens, puis il y en a plein pour qui c'est pas si évident que ça. Donc, vous savez que consommer des légumes crus en salade, c'est une clé dans la conservation de la forme et de l'énergie. Mais pas tant que ça, en fait, si on est malade. Si on est atteint d'une maladie dégénérative, par exemple, parce que même si une maladie comme le cancer réclame de se nourrir pour de vrai, et surtout donner du vivant à nos cellules, en général, c'est beaucoup plus efficace et mieux toléré avec des jus. Bon, donc on a déjà pas mal de cures, on n'a pas de cure de salade si on est malade. Hein. Par contre, pour conserver un bon équilibre, ah oui, ça tout à fait. Mais il y a salade et salade. Pour moi, il y a des salades, ça n'en est pas, quoi. Hein. 3 feuilles de laitue arrosées d'une vinaigrette industrielle, ça ne constitue pas ce que j'appelle une salade. Hein, ça fait penser à ma fille qui a une bonne conscience en se mettant quelques feuilles dans son assiette en me disant « j'en ai mangé ». Ouais, et ben le « en », c'est pas suffisant. Hein. Il faut en manger et en manger pour de vrai. Hein. Bon, et en même temps, elle se fait feinter parce que je me débrouille quand même pour que le peu qu'elle avale contienne déjà le maximum de petites choses intéressantes. Bon, je vais pas le dire trop fort au cas où elle écouterait, mais je cache beaucoup de choses dans mes salades. Il y en a qui font ça dans la sauce tomate des pâtes. Moi, c'est dans la salade. Et donc, vos ingrédients sont des mines nutritionnelles dont il faut absolument profiter. Donc, on va voir ça ensemble, on va en profiter. On va faire le tour des ingrédients indispensables. Bon, déjà, la verdure. Il doit y avoir pas mal de petits trucs dedans, entre autres, des choses plus consistantes, hein, algues, carottes râpées, tomates, radis, choux, épinards, betteraves, etc. Il faut des graines, hein, au choix. Moi, je mets un assortiment, j'en ai dans un pot, et hop, je pioche là-dedans et zou, ça va direct sur la salade. Les graines, bon, c'est une chose, mais il y a aussi les oléagineux, on peut ajouter une pistache, noix, etc. Des herbes fraîches, c'est obligatoire, c'est bourré de polyphénol, bourré d'antioxydants, des protéines, hein, toujours, parce que c'est ce qui va permettre de mieux absorber le reste. Donc ça, c'est hyper important. Alors la vinaigrette aussi, les ingrédients de la vinaigrette, il faut bien les choisir parce que c'est des petits médicaments à eux tout seuls. Donc le genre d'ingrédients qu'il faut s'efforcer de consommer tous les jours, en général, c'est ce qu'on met dans une vinaigrette bien construite. Alors, il y a les huiles, hein. Voilà, ça peut être noix, noisettes, olives, chanvre, amandes, graines de tournesol, graines de courge, graines de lin, tout ça, c'est des huiles. Vous faites votre petit mix perso, hein, vous vous débrouillez pour varier régulièrement, vous ne faites pas toujours la même vinaigrette, s'il vous plaît. Et puis, vous devez y ajouter quelque chose d'acide. Moi, il y a de mes favoris, à moi, c'est toujours jus de citron, vinaigre de cidre bio, hein. Exit le sacro-saint balsamique. Ah, j'ai souffert, là, j'étais en Italie il y a quelques mois. Et comme une andouille, je me suis pas emmenée. Bon, évidemment, je suis partie trop longtemps pour emmener mon Vince, mais partout, il y avait, remarquez, en même temps, c'était de super balsamique et de la super huile d'olive. Au moins, ça change tout. Et en plus, quand c'est du caca bidin, c'est encore pire. Bref, le balsamique, il sert à rien. Voilà. Et vous voulez que votre salade, ça soit une bonne excuse pour consommer des potions magiques. Et les potions magiques, en l'occurrence, les jus de citron et le vinaigre de cidre bio, qui ne soient pas raffinés, pas pasteurisés. Donc, sans aller faire un cours dessus, je vous le répète, le vinaigre de cidre, c'est un médicament à lui tout seul. Et vous avez tout intérêt à trouver de nombreuses façons d'ajouter à vos menus tous les jours, d'où la salade. Alors, si vous faites une cure anti-candida, c'est clair que la salade, c'est cuit.
faut éviter. La salade, c'est cuit. Non, il faudrait que votre salade soit cuite. Et donc, il faut vous trouver le moyen d'utiliser ça un peu tous les jours parce que c'est énorme pour votre ventre et pour un tas de choses. Moi, vous allez vous marrer. Enfin bon, personnellement, je pousse le bouchon loin parce que je me trimballe avec un pot de vinaigrette maison sur moi dans mon sac pour que, au cas où je sois condamnée à manger quelque part, eh ben, au moins j'ai ça parce qu'il n'y a rien qui me fait plus vomir que le genre de salade toute prête. C'est marrant, ça fait rigoler mon mari, ça. Lorsque je commande une salade, je la commande toujours sèche, sans rien dessus. Et puis, dès que la serveuse elle doit tourner, je sors mon petit pot de mon sac. J'ai un petit sac en plastique pour être sûr de ne pas en mettre partout. Et j'arrose ma salade. Puis, je cherche le petit sachet de graines que j'ai aussi dans mon sac. Et je parsème ma salade avec. Sinon, bah, si je faisais pas ça, ma salade, ça serait... je préfère pas y penser. Enfin bref, elle serait recouverte d'un truc industriel immonde, absolument dépourvu d'intérêt nutritionnel. Et ça me gâcherait complètement mon plaisir. Et alors, ce qui est surtout cool, c'est de savoir qu'on est les seuls de tout le resto à manger quelque chose de cette qualité-là. À chaque fois, je dis à mes gosses ou à mon mari, je vais vous dire un truc. Et quand je dis ça, ils répondent tous, oui, on sait. Parce que je suis sur le point de leur dire, à mon avis, on est vraiment les seuls. Ils disent toujours, oui, on sait. Enfin bref, moi j'aime bien leur faire vivre des trucs exceptionnels comme ça. Bref, donc à moins de se retrouver dans un resto qui revendique l'utilisation des vrais ingrédients et d'un souci de niveau nutritionnel qui viendrait s'ajouter au plaisir gustatif, donc à moins en général aussi d'un gastronomique, on n'a vraiment pas beaucoup de chance de manger quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Donc c'est pour ça que vous devez vous débarrasser de cette quatrième fausse croyance qui veut que une cure de salade, c'est toujours bienvenu, peu importe la salade et ce qu'ils mettent dessus, parce que tout le monde le sait, les salades, c'est bon pour la santé. Oui, mais pas n'importe comment. Ok ? Donc, la salade, faites attention. Quand on pense salade, évidemment, on va penser bio. Si je viens de parler de salade, j'aurais pu lourdement insister sur l'importance de la choisir bio, cette salade. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui n'achète que de la salade bio ici. Ou alors au moins 50% de ses courses. Qui sait qui Ah, bon, il y en a quand même, ça va, alors ouf. J'aurais pu ajouter une erreur qui se serait appelée s'imaginer que manger bio suffit pour guérir. Ouais, c'est vrai, ça suffit pas. Il faut quand même toute une cohérence. C'est comme ceux qui se décident à manger sans gluten en se disant que de cette façon, avec ça, ils vont forcément aller mieux, quoi. La façon de manger, si la façon de manger sans gluten, ça signifie qu'ils vont acheter des produits industriels sans gluten, fabriqués à base de produits raffinés et plein de sucre, ils font tout faux de toute façon. Donc c'est pareil pour le bio. Manger bio, oui, mais il faut surtout le faire avec cohérence et le plus possible. Donc il ne faut pas se contenter de manger 3 feuilles de salade bio sans sélectionner aussi les produits animaux bio. On va dire ce qu'on veut sur le bio. Genre pas toujours fiable, de toute façon contaminé par les champs d'OGM, etc. Mais il faut quand même considérer que le bio, ça a un meilleur goût, ça contient plus de nutriments, et puis surtout, ça contient beaucoup moins de cochonneries que le reste. Parce que les gens qui parlent de bio et qui disent, ouais, bio, c'est du manip, etc., c'est du pipi de chat, ils pensent pas à une seule chose, c'est que quand on mange pas bio, on mange beaucoup de cochonneries. Exactement. Pour n'importe quel produit, On a fait un test sur des gens qui souffraient de diabète et qui refusaient de changer leur alimentation. Ça, c'est ici aux States. Ils voulaient surtout pas avoir à changer leurs habitudes. Ça arrive souvent chez les personnes qui ont un certain âge. Alors, on leur a dit, OK, vous changez rien, seulement vous n'allez pas faire vos courses là où vous allez d'habitude, vous allez là. Et on les envoie dans un supermarché bio. Et là, c'est la grosse feinte. Parce que les équivalents bio des produits de grande consommation, une fois qu'ils sont privés d'OGM, de graisse trans, d'une grande proportion de produits raffinés, vides de nutriments, ça change tout. Et ça a été suffisant pour améliorer leur état général en quelques semaines. Bon, c'était pas que à cause du bio, c'est clair. Il y a une question de cohérence, d'accord ? Donc, il faut aussi penser que ça sert à rien de manger bio si vous mangez des tas de cochonneries à côté, qu'elles soient bio ou pas. Donc, si vous savez pas trop quoi faire pour vous faire du bien,
ben, choisir le bio, c'est de toute façon une bonne option et c'est ce qui vous évitera le pire. Mais bon, pour récapituler la 5e idée fausse, l'idée fausse, c'est que le bio, c'est une manipulation marketing pour vendre plus cher des produits qui n'en valent pas la peine et que de toute façon, vous n'avez pas les moyens. Parce que je vais vous dire un truc, quand vous allez dans des endroits où ils vendent principalement du bio, vous échappez à un tas de cochonneries. Si vous savez, moi quand je compare la tête de mon caddie à celui des autres à côté, je me dis, ben dis donc, quand je pense à tout ce qu'ils dépensent dans des cochonneries infâmes qui en plus les rendent malades, moi j'y touche pas à ces trucs-là. Bon, en fait, j'achète des machins qui fait que mes gosses, quand ils ouvrent le frigo, ils disent il n'y a rien à bouffer dans cette maison, quoi. Parce que j'achète rien qui soit tout prêt. C'est clair que bon, bah, j'achète que des produits de base qui sont des ingrédients et qui sont pas des produits fabriqués à l'avance. Ok. Et rien que de faire ça, ça change tout. D'ailleurs, à propos de produits, je vais quand même parler des lectines. J'en ai pas beaucoup parlé. S'il fallait que je parle des lectines, parce qu'on parle de produits végétaux, etc. Les lectines, c'est des protéines végétales qui sont liées au sucre et qui se fixent aux membranes cellulaires. Ça, c'est un truc dont je parle beaucoup dans l'équilibre antidouleur, pour ceux qui l'ont lu. Et donc, ces protéines, elles peuvent être la source cachée de pas mal de gains de poids et de mauvaise santé, alors que vous vous dites, mais comment ça se fait puisque vous mangez plein de légumes et que normalement, vous êtes en train de faire quelque chose que bon, bah, tout le monde fait pour aller mieux, pourquoi chez vous, ça marche pas? Et ben, donc, ces lectines, on les trouve dans beaucoup de végétaux. Mais il faut d'abord savoir que elles sont pro-inflammatoires, immunotoxiques, neurotoxiques et cytotoxiques. Et on les trouve principalement dans le germe de blé, les arachides, les noix de cajou, tout ce qui est à base de soja non fermenté, tiens, on y retourne, les légumineuses et les céréales entières. Ah là 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 là, eh ben oui. Et tout ça, ça peut tout à fait endommager la muqueuse intestinale chez des gens qui s'en doutent absolument pas, puisqu'ils font tout juste, ok? Ils mangent que des trucs bons, hein. Germes de blé, arachides, noix de cajou, tout ça, ben, il y en a plein qui font extrêmement attention à ce qu'ils consomment et qui mangent plein de trucs comme ça et qui se rendent malades sans le savoir. Et donc, ça peut tout à fait compromettre une bonne absorption de nutriments. Ça peut déséquilibrer la flore. Vous pouvez prendre du poids à cause de ça, alors que vous êtes mis aux légumes pour en perdre. Et puis, en fait, tout ça, c'est parce que au départ, bah, vous cuisinez pas correctement vos lectines. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce qui fait la grosse différence, c'est la quantité de ces lectines. Vous n'êtes pas forcé d'arrêter les légumes et de vous mettre aux médicaments pour les éviter. Mais ce dont vous avez absolument besoin, c'est la plupart du temps, les cuire correctement. Alors là, bon, je vous donne pas tout le détail là-dessus parce que ça pourrait être long. Je vous renvoie, si vous l'avez, à l'équilibre antidouleur. C'est là-dedans que je vous parle de tout ça. Donc, méfiez-vous quand même si vous comprenez pas pourquoi vous n'allez pas mieux alors que vous vous bourrez de tous ces trucs-là. C'est souvent à cause des lectines. Et d'ailleurs, un des gros secrets pour correctement absorber les légumes, c'est de consommer régulièrement des produits fermentés, des légumes donc lacto-fermentés, comme la choucroute par exemple. Ça, c'est vachement important. Ou le kimchi. Alors, la 7e erreur, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est continuer à utiliser des médicaments quand c'est pas l'idée. Bref, quand il n'y a pas de raison, quoi. Donc, ce que je voulais rappeler, alors c'est ça, c'est génial, cette phrase que je vous ai mise là. Donc, les médicaments n'ont jamais guéri une maladie. Ils se contentent de taire la voix de protestation de la nature et éteignent les signaux de danger qui s'érigent le long du chemin de la transgression. Tout poison mis dans notre système doit être reconnu plus tard, même s'il pallie aux symptômes présents. La douleur peut disparaître, mais le patient est laissé dans un état plus déplorable, bien qu'il en soit inconscient à ce moment-là. C'est énorme, mais j'ai trouvé qu'il avait une très très bonne façon d'expliquer la situation. Et donc, il a écrit tout ça dans Le coût de la société des cigarettes, un siècle d'analyse. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé en français. Mais il y en a plein, hein, j'en ai trouvé plein, des tout livres qui dénoncent l'utilisation des médicaments.
Donc là, on est dans du lourd. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai absolument aucun complexe à dire à des gens que je ne connais pas, que j'ai pas vu un généraliste depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, je m'en souviens même pas. Tiens, un exemple, d'ailleurs. L'autre jour, j'ai passé 3 heures à côté d'une dame dans l'avion. On était occupés dans nos lectures respectives. Alors, on ne s'est pas vraiment parlé, quoi. Et puis, on se retrouve, en fait, plus tard, à la fin du vol, on se retrouve au carrousel pour chercher nos bagages. Puis, on était là. Puis, comme on était toute seule, je ne sais plus pourquoi, on s'est mis à parler. Et je lui demande si elle reste à Boston. Elle me dit que, ouais, elle me demande si j'ai encore de la route. Enfin bref, on se met à se raconter nos trucs. Et puis, elle me demande ce que je fais. Puis, je finis par dire, bon, pour aller plus vite, je lui dis, j'écris des livres. Ah bon, nanana. Et alors, elle me dit, mais pourquoi? Alors, je lui dis, bon, bah, j'essaye d'apprendre à des gens à se libérer des médicaments, puis surtout à utiliser des huiles essentielles. Alors là, elle me regarde avec des yeux écarquillés. Elle me dit, mais vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin. Du genre, zut, c'est 3 heures à côté de vous. Là, elle me dit, j'ai besoin de régler un problème de santé, mais je veux à tout prix éviter les médicaments. Et alors là, je découvre que son problème, c'est la rosacée. Alors, je lui dis, bah ouais, effectivement, je sais exactement ce que c'est et que ça marche très bien avec ce que je préconise. Et heureusement, l'équilibre anti-candidat, le livre dont elle avait besoin là-dedans, c'est le seul que j'ai en anglais. Alors, je lui en parle. D'ailleurs, j'ai vu quelques jours après qu'elle l'avait commandé. Donc, bref, un peu plus, elle me sautait au cou, quoi. Et plus ça va, plus je rencontre des gens qui me félicitent d'aider les autres à pas s'intoxiquer. Et alors, bon, c'est quelque chose qui me conforte dans ce que je fais, hein, évidemment, mais ça me rassure aussi sur une chose, c'est que les gens sont beaucoup moins idiots qu'on pourrait le croire et ils finissent par comprendre des faits élémentaires et de plus en plus démontrés, comme par exemple le fait qu'un médicament n'a jamais guéri personne, que ça rééquilibre rien et que ça détoxifie en fait, que du coup ça donne plus de travail à notre organisme, plus ça l'empêche de faire ce qu'il faut pour correctement travailler et surtout que bon un médicament ça doit être métabolisé dans l'organisme et que ça demande encore plus de boulot rien que pour ça. Bon, faut dire qu'ici on est en Nouvelle-Angleterre, donc c'est les fiefs de Harvard dont je parlais tout à l'heure. Alors, évidemment, ici, on dément régulièrement certaines recherches manipulées qui visent à faire croire que telle et telle molécule, ça marche, etc. Et puis, il y a aussi qu'ici, les labos pharmaceutiques, ils sont condamnés, quand ils font de la pub, à vraiment tout dire sur les risques liés à la prise de tel et tel médicament, quoi. Alors, c'est pour ça que quand on lit un magazine quelconque, on trouve une première page sur les propriétés du médicament, et puis les 3 pages qui suivent, c'est juste sur les risques liés à la prise de ce médicament. Donc là, en douce, ça calme quand même. Alors c'est marrant, c'est pareil à la radio ou à la télé. Hein, ils vous balancent un truc, c'est merveilleux, c'est génial, vous en avez besoin. Puis alors hyper vite derrière, ils vous disent, alors surtout prenez pas, si vous avez ci, si vous avez ça, parce que vous avez les risques de ci, de ça, etc. Enfin, ils vous en balancent toute une tartine, quoi. Donc, en ce moment, on a un gros mouvement d'info du public sur les dangers, mais pas seulement les risques, mais les dangers liés à la prise de toute une série de médicaments antidouleurs qui font qu'on vous fait signer des formulaires de consentement avant de vous en prescrire. D'ailleurs, moi, j'ai découvert ça chez le dentiste. Hein. On vous donne le choix. Quel antidouleur voulez-vous? Vous préférez quoi? Un truc addictif qui peut entraîner la mort ou un truc qui marche moins bien? C'est en gros ça, quoi. Parce qu'en fait, ici, les compagnies d'assurance, elles s'évertuent à éduquer leurs clients à utiliser des alternatives aux médicaments, surtout dans les hôpitaux, parce que il y a trop de... En fait, ici, vous pouvez poursuivre en justice n'importe quel idiot qui vous a prescrit un truc, qui vous a laissé telle et telle séquelle, etc. C'est pas encore le cas en France. Hein. Mais ça coûte vachement cher aux compagnies d'assurance. Donc, maintenant, ils font des choses pour éduquer les gens. Et c'est marrant parce qu'il y a au moins 15 ans, quoi. Je venais de terminer mes études d'aromathérapie. Bon, j'étais de retour aux States. Et puis, j'étais invitée par une compagnie d'assurance comme ça, à aller expliquer dans un hôpital du coin le pouvoir des huiles essentielles à des infirmières. Alors, c'était bourré d'infirmières. Il y avait une queue pas possible. On était plusieurs thérapeutes. Hein. J'avais un pote avec moi qui était là, qui était maître de Reiki. Et alors, c'est plein d'infirmières qui étaient venues me voir pour que je leur explique comment elles pouvaient utiliser les huiles pour éviter d'attraper les maladies de leurs malades, par exemple. C'est vrai qu'on est sans arrêt. Une infirmière qui est sans arrêt en contact avec des gens qui font de la fièvre, etc., elle chope tout ce qui traîne. J'en ai pas vu une, d'ailleurs, qui était en bon état.
Et donc, moi, à cette époque-là, je savais rien du tout, mais je savais assez pour leur transmettre combien 2 ou 3 huiles essentielles allaient leur suffire pour déjà faire une grande différence dans leur vie. Et c'est marrant parce que c'est souvent une ancienne infirmière qui avoue avoir tourné le dos à la médecine après qu'un de ses parents ait succombé à un traitement en hôpital, quoi. En général, il s'agit d'un cancer, hein. Moi, j'ai pas encore rencontré une seule infirmière qui me dise qu'elle laisserait ses enfants subir une chimio ou se faire vacciner, hein. Ou alors je ne mélange pas avec les autres, j'en sais rien. Enfin bon, dans tous les cas, si on leur donne le choix entre des médicaments et des huiles essentielles, ben, ils vont choisir les huiles, quoi. Et par contre, la plupart, ceux qui ont peur de les utiliser, c'est uniquement par ignorance, hein. Et donc, je crois que le plus difficile à adopter lorsqu'on a compris que les médicaments ne guérissent pas et que surtout ils rendent malade, eh ben, c'est l'état d'esprit qui vous libère des réflexes de peur de mal faire et qui vous force à chercher une réponse de suppression du symptôme. C'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder le problème. Okay, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben là, je vous ai mis une liste, les huiles, eh ben, elles détoxifient l'organisme, elles donnent en fait les moyens de travailler sur le symptôme et sur le terrain, soit physique ou émotionnel. Elles rééquilibrent tous vos systèmes, elles élèvent vos niveaux énergétiques et elles donnent à votre immunité les moyens de vous aider vraiment. Ça, c'est pas le cas d'un médicament, quoi. Un médicament, c'est con voilà, ça sert à rien, ça efface certains symptômes, ça guérit rien du tout, ça rééquilibre pas du tout, ça détoxifie en plus, ça vole vos réserves de nutriments pour être métabolisés, et puis ça donne du travail supplémentaire à l'organisme, en plus pour être éliminé, et ça va pérenniser vos problèmes. Donc c'est vraiment, mais du foutage de gueule. Il y a de quoi hurler, hein. Alors évidemment, si vous savez pas, si vous connaissez pas les alternatives, bon, moi je vous parle des huiles essentielles parce que c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus facile à faire marcher dans ce cas-là. Je veux dire, c'est ce qui permet d'avoir des réponses directes sur le long terme, mais aussi tout de suite. J'ai jamais trouvé ça chez autre chose. Voilà, il faut très peu de choses en fait pour que ça marche avec les huiles. C'est ce qui m'amène, ah oui, alors du coup, donc la fausse croyance énorme qui vient avec ça, c'est quand il s'agit de vraiment soigner quelque chose avec les médicaments qui marchent. Alors ça, laissez-moi vous dire que si vous avez vraiment testé les médicaments, vous en revenez, quoi. Et si vous avez testé les huiles aussi, vous en revenez d'ailleurs. On va passer à cette 8e erreur qui est de ne pas savoir reconnaître les symptômes de détox, hein, et d'ignorer donc ce que c'est qu'une approche holistique. Alors, vous savez que les huiles sont à elles seules de véritables petites pharmacies. Enfin bon, ça c'est pour ceux qui ont testé, hein. Par exemple, ça viendrait pas à l'idée. Qui c'est qui pense à mélanger des médicaments entre eux, par exemple, pour en créer un œuf? Qui c'est qui va, je sais pas moi, se dire ah bah tiens, j'ai envie d'un truc qui marche bien, je vais aller mélanger, je sais pas moi, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Enfin bon, je vais me prendre un truc sympa avec 2-3 médicaments. Je sais pas, je pense pas, non. Par contre, avec les huiles, ça faut le faire. Ok. Il y a des réflexes à avoir, quoi. On sait que il y a des choses qui fonctionnent. Bon, l'arbre à thé, ça va vous enlever les boutons, la lavande, ça va calmer les nerfs, etc., mais il faut savoir que si vous les assemblez entre elles, ces huiles, pour leur donner les moyens d'agir à la source autant qu'au niveau du symptôme, eh ben, c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe. Ça change tout. C'est ça une approche holistique. Ok? Donc, avec l'asthme, j'ai l'exemple de l'asthme. La plupart du temps, les crises d'asthme, elles sont déclenchées par le stress. Okay, et donc, vous n'allez pas vous contenter d'aller vous dire, eh ben, tiens, bon, je sais que l'asthme, c'est une question de stress, mais bon, je sais que l'asthme, ça vient de vos alvéoles, etc. Donc, je vais traiter mon asthme en prenant, je sais pas moi, un Cedrus atlantica parce que ça bosse sur mes alvéoles et sur mon niveau de mucus. Ouais, mais c'est quand même mieux d'aller utiliser une huile qui va éviter la crise d'asthme au départ, non?
Je sais pas moi. Je trouve qu'il est logique d'associer une huile qui va d'abord agir sur le système nerveux, hein, avec une autre huile qui va protéger les voies respiratoires et qui va aider à soutenir l'immunité, et puis une autre qui va fluidifier le mucus et ouvrir les alvéoles pulmonaires. Bon, il n'y en a pas encore une qui fasse tout ça d'un coup, hein. Mais là, vous avez quelque chose qui a du sens et qui, en plus, ne va pas vous donner d'effets secondaires ni de toxicité. Et en plus, ça va avoir une action symptomatique en même temps qu'une action sur le long terme. Parce que le problème, c'est ça, c'est que c'est pas à coup de ventoline que vous allez éliminer la source de votre asthme, hein, ça c'est clair, hein. J'y pense comme ça, hein. C'est pas à coup de ventoline qu'on règle le problème. Donc, par contre, avec la ventoline, on se fabrique des symptômes de détox. Non, on ne peut pas se fabriquer des symptômes de détox parce que, bon, bah, on s'intoxique en permanence, hein. Du coup, les problèmes de symptômes de détox, ça, c'est un truc qui fait que les gens s'arrêtent en cours de route. Parce que dès qu'ils commencent à aller mieux, ils s'en rendent pas compte, mais souvent leurs symptômes d'origine, les symptômes qu'ils essayent d'éliminer, reviennent au galop. Alors bon, c'est pour ça aussi que j'ai écrit Équilibre antidouleur, hein, parce que guérir, ça fait souvent mal, ça fait intervenir des sensations nouvelles, ça se passe pas tout seul, que ce soit physiquement, émotionnellement. Guérir, c'est un processus qui va réclamer qu'on y travaille et que personne d'autre peut le faire à notre place. Et à chaque fois, c'est une forme de renaissance dont il faut accepter les douleurs, comme pour un accouchement. Bon, je vous en parle à chaque fois, hein, de l'histoire de la gastro, de la grippe, quoi. Je veux dire, ça, c'est juste, vous avez une gastro ou une grippe parce que vous êtes trop sale et que vous allez attirer un virus et que votre corps va se mettre en état d'éliminer ce virus en produisant du mucus pour le véhiculer à l'extérieur, quoi. C'est tout. Plus vous êtes sale, plus vous allez fabriquer ce mucus pour que vos déchets et toxines puissent sortir du corps, quoi. Si vous êtes propre, eh ben, vous n'allez jamais déclencher ce genre de choses, quoi. Donc, on part du principe que vous comprenez combien la toxicité est à la base de la majorité de vos maux. Dans ce cas-là, vous comprenez aussi que tout processus de guérison commence par une forme de détoxification qui est déclenchée par l'organisme sous forme de fièvre, de transpiration, de vomissement, de diarrhée, etc. Si à la moindre fièvre, vous paniquez et vous pensez que vous êtes malade et que cette détox vous sert à rien, bah, c'est cuit, hein. C'est même dommage parce que, surtout si vous choisissez en plus de faire baisser de la fièvre, donc votre corps se sert pour éliminer les toxines, quoi. Si vous utilisez un médicament en vous disant, bah voilà, mais qu'est-ce que c'est con cette histoire de détox, ça m'a rendu malade, maintenant j'ai de la fièvre, etc. Je suis en train de mourir, hop, vite un médicament, quoi. Bah ouais, mais non, vous n'avez rien compris au film à ce moment-là. C'est pareil, si vous arrêtez le café, bon, vous allez avoir mal à la tête, c'est normal. Si vous arrêtez le sucre, c'est pareil, vous allez vous sentir mal. Si vous faites un régime antifongique, vous allez sans doute vous déclencher toute une série de symptômes typiques, je sais pas moi, genre cystite, démangeaison vaginale, etc., quoi. Mais ça, ça veut dire que c'est en train de bosser. Et pas savoir reconnaître ces signes, eh ben, ça risque de vous inciter à consulter un médecin qui va vous dire, ah, mais oui, mais vous faites une bêtise aussi. Pourquoi vous faites confiance à ce genre de truc? Ça sert à rien. Prenez ces antifongiques, là. Au moins, ça va vous faire quelque chose. Et bim, ça va vous remettre à la case départ. Donc, vous pouvez limiter les symptômes quand vous travaillez sur quelque chose de profond, mais à condition que ce soit avec des produits naturels qui ne vont pas vous rajouter des toxines indésirables. Et donc, le bon réflexe, c'est repos, hydratation, lavement intestinal. Plus vous allez faire des lavements, moins vous aurez de symptômes de détox. Application d'huiles essentielles qui vont soulager les symptômes, qui vont soutenir l'immunité, qui vont protéger l'organisme des envahisseurs pathogènes, qui vont éviter les infections et surtout accélérer le processus de rééquilibrage. Parce qu'on veut des symptômes, mais on veut les bons, hein. Et donc, vous, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez aller plus loin dans cette approche. Bon, ça, je décortique. C'est quelque chose que je décortique dans l'équilibre antidouleur. Donc là, c'est ce que je vous disais. Si vous arrêtez le café, vous allez avoir mal. Si vous arrêtez le sucre, vous allez vous sentir fébrile. Si vous faites un régime antifongique, vous allez morfler aussi. Et il faut que vous sachiez reconnaître ça. Et là, oui, bon, je vous précisais, tout ça, je vous le décortique en long, large, en travers dans l'équilibre antidouleur. Bref,
La fin, 10e erreur à pas tout mélanger, à pas faire, c'est donc de se perdre dans ce qui n'est pas pour vous. Alors ça, je crois que ça doit être la plus importante. Combien de fois j'ai entendu, ah ben j'ai essayé ça, et puis tel régime il y a 6 mois, mais bon, ça marchait pas, alors j'ai essayé tel traitement, telle approche. Ma belle-sœur, elle a fait ça, du coup j'ai essayé aussi. Voilà. Oh là là, j'en parlais avec une cliente tiens tout à l'heure, elle me disait, vous imaginez pas tout ce que j'ai appris sur le sujet, tous les livres que j'ai, toutes les conférences auxquelles j'ai assisté. Il y a de quoi se perdre. Eh ben ouais, on peut pas tout appliquer tous les jours. Alors elle s'est rendue compte, mais comment je fais, etc. Je lui ai suggéré de faire des déroulements dans tout ce qu'elle veut essayer. Ouais, bah il y en a plein comme ça. Peut-être que parmi vous là, tiens, qui c'est qui sait plus quoi choisir tellement qu'il a d'options pour hein? Qui c'est qui a déjà essayé plein de trucs? Bah voilà, je le savais. Il y en a plein qui ont déjà fait, qui se sont retrouvés là-dedans. Donc ça fait trop, et c'est bien pour ça qu'il faut savoir faire le tri et prendre le mieux pour en faire une synergie personnelle. Donc, déjà, il faut que vous vous rappeliez que ce qui fonctionne pour les autres, non, ça fonctionne pas forcément pour vous, que ce soit avec les médicaments ou avec une approche naturelle. On n'a pas tous les mêmes capacités de détoxification, on n'a pas tous le même bagage de toxicité à traiter, ni les mêmes dispositions. Et puis, il y a divers niveaux d'acidité, de sensibilité alimentaire, d'immunité, de production d'enzymes, d'hormones, bref. On est différents. Même si on est tous pareils, je veux dire, en apparence, on est quand même tous vachement différents. Donc, en essayant des petites choses qui marchent chez les autres par-ci par-là, on finit par oublier le sur-mesure. Donc, on ne se donne pas la chance, on donne pas sa chance à chaque approche parce qu'on oublie la cohérence. Donc, encore une fois, il faut penser à tout et à ce qui est interconnecté, il faut faire des synthèses. Donc, sachant que toute forme de guérison doit passer par une forme de détox, qu'elle soit physique, émotionnelle ou les deux, il faut qu'elle vous convienne à vous et il faut qu'elle prenne en compte vos déséquilibres personnels. Donc, il y a un exemple, c'est ceux qui se lancent dans la cure anti-candidat, dans le programme de l'équilibre anti-candidat. S'ils se contentent que du régime et qu'ils ignorent que le régime seul, il sert à rien, et surtout s'ils n'identifient pas leur sensibilité alimentaire et s'ils ignorent leur toxicité émotionnelle, eh ben, ça ne marchera jamais. J'avais un petit cas rigolo. Sur le moment, c'était pas rigolo du tout, mais c'est un des premiers trucs qui m'a démontré tout ça. C'était à Hong Kong, quoi, juste après que j'ai écrit l'équilibre anti-candidat. C'est marrant. Il a fallu très peu de temps pour que ça fasse une traînée de poudre, ce bouquin là-bas, c'est marrant. Il y avait une Française du coin qui me contacte, paniquée, parce qu'elle savait plus quoi faire. Elle venait de suivre le programme. Ça faisait 15 jours qu'elle le suivait. En fait, elle m'a dit, oui, j'ai voulu commencer le régime. Alors, ça m'a fait tellement d'effet que je me suis dit, c'était même pas la peine que je prenne les huiles. Et donc, ça a été une vraie révélation. 15 jours de régime, j'avais plus rien du tout. Alors, elle fait pas le traitement de fond aux huiles essentielles, elle suit pas les indications que je donne dans le bouquin pour faire du sur-mesure. Et de toute façon, elle se sent hyper mieux. Et au bout de 15 jours, de toute façon, il y a sa belle-mère qui débarque. Et là, c'est la cata. Quand on a du monde qui vient nous voir à Hong Kong, en général, c'est des gens qui n'ont jamais foutu les pieds en Chine. Et du coup, on est obligé de leur faire la tournée des Grands-Ducs. Et on les emmène au resto, etc. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Ils ont été au resto, ils ont bu de l'alcool, etc. Et alors là, ça a été instantané, quoi. Tous ces symptômes sont revenus. Il y en a encore une qui n'a pas lu le livre, encore une qui s'est jetée sur le régime sans savoir que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, sans lire l'intro dans laquelle j'explique tout ça. Voilà, mais il y en a trop qui font ça. Et sans savoir qu'on ne se débarrasse pas d'une candidose en 2 semaines. Voilà. Et sans savoir qu'il faut travailler les failles énergétiques. Et ça, c'est pareil pour n'importe quelle maladie chronique, quoi. Mais on est tellement habitué à se donner l'illusion que tout va bien avec une pilule magique qu'on a beaucoup de mal à avoir une attitude cohérente en général, quoi. Donc, il y en a trop qui ne comprennent pas que sans une prise en compte de leurs failles énergétiques, ils vont passer à côté de leurs véritables problèmes et qui régleront rien au bout du compte. Ok ? Alors, c'est quelque chose que je vous ai expliqué encore là. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour vous, dans tous les cas, on l'a vu.
Hein. Donc, il y a tout ce qui est... On a tous des différences au niveau sensibilité alimentaire, niveau d'acidité, production d'hormones, etc. On est complètement différents tous. Il faut savoir faire du sur-mesure dans tous les cas. Ok? Ça sert à rien d'essayer ce que les autres font. Il faut toujours passer par une forme de détoxification physique, émotionnelle ou les deux. Il faut que ça soit pour vous. Il faut prendre en compte vos déséquilibres personnels. Donc, il faut être capable de les identifier. Donc, il faut... c'est une phase d'apprentissage, ok, de sur-mesure. Malheureusement, ça se fait pas n'importe comment, ok. Et là, bon, je vais pas revenir dessus, mais franchement, je passe mon temps à vous donner des tas d'outils qui vous permettent de le faire. Alors, avant de vous dire que telle et telle approche, ça marche pas, expérimentez-la jusqu'au bout, toujours, et allez extraire de cette expérimentation ce qui fonctionne chez vous, ok. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous expliquer au maximum aujourd'hui.